La définition d'un jeu de société, aujourd'hui, je dirais que c'est toute la question, justement. C'est qu'il n'y a pas de définition officielle de ce qu'est un jeu de société, et c'est ce qui fait toute la difficulté de la reconnaissance du jeu de société, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas de place, en tout cas notamment dans les politiques publiques, dans les textes réglementaires, et donc c'est une partie des choses sur lesquelles on travaille en tant que groupement interprofessionnel du jeu de société. Bienvenue dans ce nouveau numéro du hors-série sur les 40 ans du flip. Dans ce 4e épisode, on prend de la hauteur pour découvrir l'univers ludique de l'intérieur. Et tout ça dans le but de comprendre pourquoi le Festival des Jeux a sa place dans un business en plein essor. Avant de répondre à cette question, il nous faut comprendre comment s'organise la filière, comment l'industrie du jeu s'est développée et quels sont les enjeux aujourd'hui. Il faut expliquer un peu quels sont les différents métiers que l'on peut rencontrer au niveau de l'édition et du monde du jeu. Pour commencer, on va voir tout un pôle édition. L'auteur va venir nous chercher afin de l'accompagner et créer un produit fini, une superbe idée, une super pépite, afin de créer un jeu adapté au marché. Ça, c'est le côté édition, on travaille vraiment avec un auteur. Après, il y a une partie plutôt coédition. Sur la coédition, on va plutôt aller chercher des jeux donc, à l'étranger, qu'on va amener sur les marchés français voire francophones. Ensuite, on va avoir tout un pôle de diffusion. C'est des partenaires qui sont des maisons d'édition, qui ont des super jeux et qui cherchent un petit peu une force de frappe pour s'implanter sur le marché français ou international. Et enfin, sur le dernier pôle, c'est la partie export, là où on va amener justement ces jeux de diffusion ou les jeux d'édition sur la scène internationale. Nous, on travaille aujourd'hui avec à peu près 70 pays. Alors depuis 10-20 ans, en effet, le monde du jeu a quand même bien évolué. Déjà au niveau nombre de jeux vendus, je pense que oui, il y a une réelle évolution de vente. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on démultiplie aussi les titres mis à disposition. Et donc forcément, le marché est un peu plus inondé aujourd'hui de nouveaux titres par rapport à ce qu'il pouvait être il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Avec le jeu de société entre guillemets moderne, le choix maintenant est multiple pour le joueur. Quand je parle du joueur, c'est du néophyte entre guillemets jusqu'au joueur expert. On a toute une panel de jeux qui sortent chaque année. On évoque toujours 1000 titres par an et on ne doit pas en être loin en fait. Alors au niveau de la typologie un petit peu des jeux aujourd'hui, on va avoir bien entendu des jeux qui vont être des jeux dits experts où on va s'installer autour d'une table pour un paquet d'heures. Ça, forcément, je veux dire, ça a toujours son public. Mais aujourd'hui, on est dans un marché où on voit que le prix moyen du panier va diminuer. Donc, en fait, faire attention à ces prix-là. Pour le côté Gigamix, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le jeu expert pur et dur. On va plutôt être sur du jeu adressé à tous, sur du jeu familial, parents, enfants ou entre amis. L'idée commune à tous ces jeux, par contre, c'est d'avoir des règles faciles, rapides et des parties aussi rapides. Quand je parle de parties rapides, ça va être de 10 minutes, 20 minutes, et où on va pouvoir, sans se prendre la tête, apprendre rapidement des règles, jouer, passer un bon moment. Et donc, on est vraiment sur cette gamme-là, le côté un petit peu fun qui fonctionne bien. Et sur des gammes un peu plus joueurs chez nous, dans la lignée, j'allais dire, d'Acropolis, de Decimus qui va bientôt sortir, on reste sur des parties d'une demi-heure. On est rarement sur des parties de 3-4 heures. Alors, donc, côté accessibilité du jeu pour tous, déjà, il y a l'image globale qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'avant, quand on amenait autour d'une table des familles, c'était un peu l'image que les jeux sont pour les enfants. Et aujourd'hui, on a une prise de conscience que le jeu, c'est fait pour tous. Et que même entre amis, on est capable de passer des bons moments. Parce que, il y a des jeux qui s'y prêtent bien. Plutôt justement ados, adultes, pour apprendre à se connaître, pour délirer, avec des doubles sens, des mises en situation un peu mode fou rire. Donc en effet, on a une évolution de ce côté-là, au niveau des cibles, où ça évolue vraiment. Le jeu de société est un vrai phénomène socioculturel. Les jeux traditionnels ont laissé place aux jeux d'édition, révélant une véritable entreprise créative et dynamique en plein essor. Les ludothèques, les boutiques ludiques, les bars à jeux et autres lieux de vie participent à cet engouement et se structurent en réseau. Cette évolution rend nécessaire le débat sur la définition même du jeu de société comme objet culturel et la réglementation encadrant la protection des auteurs.
Le JIJS, Groupement interprofessionnel du jeu de société, est un réseau national qui regroupe les différentes organisations professionnelles du jeu de société qui militent pour faire reconnaître le jeu comme objet culturel auprès des pouvoirs publics. Le jeu de société est déjà un objet culturel. Ce qui est nécessaire pour nous, c'est qu'il soit reconnu comme tel. Ce qui nous ouvrirait plus de droits, plus de protection, notamment en termes de tout ce qui est propriété intellectuelle, mais aussi de reconnaissance et d'accompagnement. Actuellement, on est sur quelque chose d'un peu entre deux, où pour certaines personnes, c'est évident qu'on est un objet culturel et pour d'autres, pas du tout. Ce qui est culturel est artistique. Aujourd'hui, le jeu de société qui se veut artistique, qui se veut poétique, a beaucoup plus de mal à émerger parce qu'il n'a pas de place pour exister. Il n'aura pas les soutiens, il n'aura pas les lieux pour exister de cette façon. On peut dire aussi aujourd'hui que chaque acteur du jeu de société ont leur angle d'approche sur ce qu'apporterait une reconnaissance culturelle. Et c'est là aussi qu'il y a un besoin d'harmonisation au niveau du milieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande concrètement en termes de changement politique, législatif pour le jeu de société. Le point de départ de la création du GIJS, c'était d'abord une volonté de se parler entre nous. Et puis ensuite, tout naturellement, est venu le fait de créer des projets ensemble en se rendant compte qu'on était plus fort à plusieurs pour porter notre discours de revendication de la dimension culturelle du jeu de société. Actuellement, le groupement interprofessionnel regroupe presque toutes les professions du jeu, les ludothèques, les autoristes de jeu, mais on a aussi les illustratrices, les cafés ludiques et bars à jeux, les maisons d'édition, les boutiques. Et on va bientôt être rejoint également par les ludogîtes et les serious games. Et la ruche pour les festivals. On a une intervention auprès du ministère de la Culture en France, notamment sur tout ce qui est la question des artistes-auteurs. Donc c'est quand même une forme de reconnaissance sur notre métier. Récemment, nous avons eu une nouvelle ligne à l'URSSAF. Pour le rôle d'auteuriste, on est reconnu maintenant comme artiste-auteur, mais ça ne veut pas dire que ça avance pour tous les autres métiers. Par exemple, les éditeurs, ils n'ont pas du tout le même code APE selon dans quelle préfecture ils vont monter leur maison d'édition. C'est-à-dire que leur métier n'existe pas du tout. Exemple des difficultés de reconnaissance du côté des ludothèques, c'est au niveau des services des impôts que ça coince, ou pour pouvoir être éligible au mécénat ou pour pouvoir répondre à certains appels à projets, il faudrait que l'activité des ludothèques soit considérée comme étant une activité culturelle. Généralement, les services des impôts refusent de considérer que le jeu de société est culturel. Pour eux, c'est une activité récréative, donc qui n'a pas les mêmes droits que d'autres supports comme le livre, la musique, etc. Sur la question des politiques publiques, on mène donc avec le GIJS des actions de plaidoyer pour essayer de faire avancer les choses. Là, il y a évidemment l'attente des prochaines élections présidentielles pour relancer une dynamique. Et en attendant, on envisage une action du côté de la Commission européenne, en partenariat aussi avec les acteurs internationaux, pour porter un discours en collectif pour une reconnaissance culturelle du jeu de société. Passons maintenant à la place du flip dans l'univers ludique. Avec plus de 350 partenaires, 220 éditeurs et 170 créateurs, il est une référence nationale pour les professionnels. Parmi les fidèles, il y a Gigamic. Présente depuis une dizaine d'années, la société déploie de grands moyens pour accueillir les festivaliers. Historiquement, donc on est présent depuis une dizaine d'années en fait sur le flip. Dès le départ, quand je suis arrivé, on avait déjà des lieux éphémères, on avait déjà des barnums au drapeau. On a vraiment voulu avoir une implantation forte et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui toujours place du drapeau. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir animé au niveau de la place de la Sonnerie et d'avoir un lieu un peu emblématique au niveau du 55. Pour nous, le flip, c'est une évidence de par la fréquentation, de par le mouvement dans l'année et de par surtout la typologie, en fait, on va dire, des personnes. On est vraiment sur une ambiance très familiale, d'échange, etc., de convivialité et qui correspond un petit peu à l'image que nous, on veut transmettre et à nos jeux. Rater une édition de flip, pour nous, non. C'est impensable. C'est un format, le fait d'être comme ça sur 12 jours dans les rues, qui le rend unique. On n'a pas d'équivalent en Europe en fait sur ce type de festival. Et ces moments d'échange, les moments de rencontre, c'est là où on peut parfois se poser et faire des rencontres, des partenariats aussi. Et ces temps d'échange rend cet événement complètement unique. Pour la vision qu'on a ce qu'on appelle chez nous les flippés en fait, les animateurs du flip, pour nous c'est hyper important. Ça fait partie aussi de l'ADN du flip. Ça fait partie de la marque du festival. Je trouve que l'accompagnement est très très bien. Il y a beaucoup d'animateurs avec lesquels je travaille aujourd'hui qui sont passés par la case flippée pour devenir
devenir aujourd'hui des animateurs. Et donc ça laisse une empreinte. Ça paraît, c'est sur des basiques, peut-être, ça semble des évidences de dire bah voilà, j'accueille les gens, j'ai le sourire, je reste debout, je connais mes règles avant. C'est des basiques qui sont posées et c'est hyper important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le mode de fonctionnement, puisqu'il y a aussi leur mana, que ce soit les manas de rue, les manas au drapeau, etc. Et qui sont là pour vérifier que tout se passe bien et servir d'interlocuteur aussi entre l'éditeur et les flippés. Et donc c'est, je pense, bien structuré et c'est vraiment un service clé en main. En fait, aujourd'hui, Gigamic est déjà très implanté à travers le flip, à travers des actions comme ça. Je parlais tout à l'heure de la société qui s'appelle Quinoa, en fait, avec laquelle on travaille, qui est la société justement qui fait partie de la SEM. Et donc, ce qui fait qu'on a ce fil directeur déjà, à travers ne serait-ce que cette société, de contact avec un partenaire local. De par l'implication depuis ces dernières années, puisque voilà, on a largement développé notre présence, on mène des actions qui sont ponctuelles, mais à fois l'année, en réalisant par exemple la fresque qui se trouve au niveau de la place du drapeau. C'est une application où on laisse la trace Gigamic à longueur d'année. Donc oui, bien entendu, on a un œil sur ce qui se passe, on regarde la SEM, on s'intéresse un petit peu à l'évolution de tout ça et voir comment on pourrait éventuellement s'investir, épauler, regarder ce qui peut être fait sur le flip ou en dehors du flip. Rendez-vous majeur pour les acteurs du monde ludique, le flip est devenu au fil des années un véritable carrefour d'échanges et d'innovation. La capitale de Gâtine en est bien consciente. Pour s'affirmer capitale européenne du jeu de société, Parthenay prend sa place dans la dynamique de développement du monde du jeu. La société d'économie mixte, qui a été créée donc sur le concept de la Cité des Jeux, a pour vocation de proposer des événements à l'extérieur de Parthenay ou dans Parthenay autour donc du jeu. Ce sont déjà les animations qui étaient faites avec notamment la société Quinoa, qui est l'autre actionnaire de la société d'économie mixte. C'est aussi la proposition d'organiser des formations spécifiques auprès des éditeurs. On a déjà un certain nombre de demandes en la matière. Être animateur du jeu, c'est aussi un métier. Ça se prépare et il faut se renouveler aussi à l'ensemble des règles, aux besoins, aux attentes des publics. Tous les ans, le Festival ludique international de Parthenay propose aux festivaliers de voter pour leur jeu préféré parmi une liste de 20 jeux édités. Les jeux nommés en compétition pour les différents concours sont les meilleurs jeux de l'été à faire découvrir à un maximum de festivaliers. Dans le cadre des trophées Flip, un jury de professionnels ou d'amateurs éclairés teste 16 prototypes de jeux pour décerner 4 trophées dans 3 catégories. Au sein du jury, on a essayé de prendre un pool de représentation assez large du monde du jeu, avec illustrateurs, auteurs, éditeurs, boutiques ou ex-boutiques, enfin des gens qui ont bourlingué aussi dans différents métiers du monde du jeu. Donc on a des profils assez variés, il y a aussi plus marketing, com. En fait, ce qui se passe pour le trophée créateur, c'est qu'il y a une candidature qui doit se faire autour du mois de mars environ. Et donc les gens peuvent postuler en ligne et nous envoyer des règles de jeu. Cette année, on en a reçu 227. Donc 227 règles réparties en 3 catégories. Il y a la catégorie enfant, la catégorie divertissement et la catégorie jeu de réflexion. Tout le monde essaye de tout lire, on met des petites notes dans un fichier et ensuite on se fait une visio tous ensemble et tout ensemble où on débat à la fin pour savoir quel jeu on veut voir. Et on en sélectionne que 16 à la fin parmi ces 200 propositions. Le but à la fin, c'est de les tester sur Parthenay. Et donc on découvre avec une relative impatience ce qu'on a pu découvrir par la règle autour de tables de jeu. Et donc on en profite au moment du flip pour tester pour la première fois les jeux et s'en imprégner pour après éventuellement trouver des critères pour en sélectionner un dans chaque catégorie qui récupérera le trophée. C'est pas nécessairement les jeux qui ont les meilleures notes dans notre fichier qui vont forcément être sélectionnés. Des fois, il y a 2 jeux qui vont être un peu proches et on va en choisir qu'un seul des 2 parce que sur les 16, on avait vraiment envie d'avoir une représentation variée. Et il y a d'ailleurs un 4e trophée qui est le prix spécial du jury. On fait toujours un prix spécial parce que en fait, en fonction de la sélection, il peut y avoir
une hésitation pour certaines raisons entre deux choses, une catégorie qui peut être un peu plus forte ou simplement même un jeu où on n'arrivait pas forcément à le mettre dans une case et tout d'un coup il se révèle comme... Oui, ou qu'on a envie d'encourager, qui est un jeu qui peut être moins bien terminé que d'autres qui sont en capacité de gagner, mais où on a vraiment envie d'envoyer un message à la personne, de dire franchement nous on a adoré et t'es passé pas loin, mais vas-y du coup avec on te donne le prix spécial du jury pour soutenir ce truc-là, quoi. La plupart du temps, on a une bonne moitié de gens qui ne sont pas du tout auteurs-autrices professionnels et qui découvrent complètement. Donc ils n'ont aucune idée en mettant les pieds ici de ce qu'ils vont trouver, comment ça fonctionne tout cet univers. Et donc déjà, il y a une première chose, c'est qu'ils peuvent récupérer pas mal d'informations sur cette première expérience parce qu'on est là pour répondre à pas mal de leurs questions. Pour nous, à partir du moment où on a lu plus de 200 règles et qu'il y a 16 jeux qui sont sélectionnés, c'est déjà génial de se retrouver ici et d'avoir des retours du public et de professionnels pendant plusieurs jours. Et d'ailleurs, ça fait quelques années qu'on a mis en place le fait qu'après le concours, le dernier jour, on réunit tout le monde par catégorie et on discute jeu par jeu, de dire bah voilà les points forts et les points faibles qu'on a pu identifier, les potentielles pistes d'amélioration, et on fait tout ça en groupe en mode table ronde. Si le logo est sur une boîte de jeu dans une boutique, il n'y a pas des gens qui vont se ruer en disant ah super, ça a gagné le trophée Flip, je connais ce prix, etc. auprès du grand public. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça suscite de l'intérêt de la part des professionnels de dire ah qu'est-ce qu'il y avait cette année, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me plaire à l'intérieur, etc. quoi. Donc c'est un tremplin, c'est un coup de pouce, c'est un coup de pouce vers l'édition, quoi. Mais qui en effet a une reconnaissance de la profession. Est-ce que c'est forcément pour récupérer des protos qu'on vient au Flip? Pas forcément, mais bien sûr que c'est un exercice qui est très utile, moi en tout cas pour mon quotidien d'éditeur, oui. Et notamment aussi tous les aspects de discussion, les différences de points de vue au sein du jury, c'est un moment assez unique. Le métier d'éditeur est quand même un métier où il n'y a pas de recette, on n'a pas la recette du succès, sinon ça serait facile. Et donc on doit toujours rester assez ouvert, essayer de voir ce qui se passe, saisir les moments. Et donc ça c'est assez riche d'avoir ces débriefs, ces partages de points de vue. Depuis la création du trophée créateur, une bonne dizaine de jeux ont été édités et ont connu le succès. Et pour ce qui est de la vente, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, il s'est vendu 37 000 jeux, soit 4,5 boîtes par minute. Les journées se passent déjà à 7h le matin. On arrive plus tôt donc, pour préparer, recevoir les dernières palettes et les livraisons. Et ensuite, on pousse jusqu'à 22h en moyenne, voire 23h. C'est assez rythmé, du coup, parce qu'avec les aménagements des horaires suite à la canicule, nous, de 12 à 18, on est la seule boutique ouverte et le seul endroit où les festivaliers peuvent jouer, et on reçoit des auteurs et des éditeurs. Donc du coup l'activité a explosé. Les types de jeux qui sont le plus vendus du coup ça va être les jeux d'ambiance, toujours depuis maintenant quelques années, depuis l'après-Covid. Ça va être les party games, donc les jeux un peu type Skyjo, etc. Cette année il y a eu un gros engouement aussi pour le Bellevue Partenay et le petit Oupladi Ouplada. Donc ça marche plutôt pas mal, les gens sont friands de ce genre de petits jeux. Petit prix, des règles faciles à comprendre, des parties d'en moyenne 15 minutes, et c'est vrai que c'est ce qu'on vend le plus maintenant au niveau national dans les boutiques. Alors le Flip, oui, on va pas se mentir, c'est effectivement une hausse d'activité et de chiffre d'affaires pour nous, donc ça représente entre 30 et 40% de chiffre d'affaires annuel, donc on prépare tout ça en amont des mois à l'avance. Cette année, ça a été un petit peu plus impactant, parce que là, le chiffre est même passé à quasiment 48%, donc on a fait un excellent festival. Et ben, on a vendu plus de 3600 boîtes de jeux en boutique. On a eu effectivement une période où le marché du jeu de société était le marché porteur numéro 1 du jouet, donc ça avait même dépassé le jeu et jouet et jeux vidéo. Et nous, on a toujours un impact maintenant, les gens jouent, consomment énormément, et les éditeurs et auteurs aussi le savent, parce que du coup, il y a des jeux qui sortent. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans, on avait à peu près 10 nouveautés par mois. Là maintenant, on est à 10 à 15 nouveautés par semaine. Alors le festival rayonne, alors peut-être pas encore au niveau national, régional oui, énormément, parce que nous on a des clients qui viennent de partout, de la Nouvelle-Aquitaine, etc. Au niveau national, je pense qu'on a encore un petit peu de travail comparé à certains autres festivals, mais oui, on a un impact. Là par exemple, pour la sortie du Bellevue Partenay, c'est la première fois qu'en fait il y a une collaboration avec une grande société de jeux de société, donc sur un jeu. Donc là on pense qu'il va y avoir un impact national, parce que Gigamic donc, va le distribuer également à toutes les boutiques qui le désirent. Maintenant, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Flip, ça c'est une réalité. Donc c'est à nous peut-être aussi encore de promouvoir mieux le festival sur les années à venir.
ces dernières années, là, quand je regarde un petit peu dans le rétro, quelque chose qui me passionne, c'est les jeux que l'on a réussi à produire au sein du festival avec des partenariats d'éditeurs. Le premier ayant été Pizza Time avec Feu Mathieu Desploux de Cocktail Games. Et puis dès ensuite les années d'après, on a eu Mouton, et puis ensuite il y a eu Oye Oye en 2024, et cette année il y a maintenant Whoopladi Whooplada, donc on est rendu à 4 jeux sur lesquels on a eu plaisir à collaborer et à participer en tant que service des jeux. Et ça fait plaisir parce que ça va au-delà du rôle d'organisateur. On rentre carrément dans les process de création d'un jeu de société jusqu'à sa distribution avec toute la partie mise en place, management du jeu. Il y a quelque chose de pépitant. Je vais vous expliquer le principe du jeu Whoopladi Whooplada. Ce jeu il existait il y a déjà plus de 10 ans. Il s'appelait Whoopladi Whooplada, c'est un jeu de petits lapins. On doit collectionner des petits lapins, les mettre dans des clapiers, ils se multiplient, et le premier qui a 333 lapins a gagné. Après une journée d'animation, on a transpiré, on a expliqué des jeux à des dizaines, de centaines de personnes, mais le soir on se retrouve et on finit toujours par un petit Whoopladi Whooplada. C'est un jeu qui a vraiment animé nos soirées à nous d'animation après la journée de taf. L'assaut Whoopi on Off qui s'est créé parce qu'on avait décidé de, à l'époque, sauver le Whoopi. Mais le Whoopi, là, cette petite pelote qui est l'emblème du festival, il fallait absolument qu'elle survive. Donc Whoopi on Off a été créé. L'autre partie dans ce projet de Whoopladi Whooplada, c'est l'auteur du jeu et la boîte 999 Games. Tous ces acteurs-là, on s'est mélangés avec Quinoa, nous, la société d'événementiel à l'origine. On a tous cogité, on a passé des années à essayer de retrouver le contact de l'auteur de Whoopladi Whooplada pour que un jour cette édition elle existe. Les 40 ans arrivent, c'est notre jeu coup de cœur. Si on remplace les lapins par des Whoopi, on a quelque chose qui colle énormément au festival, qui colle à notre ADN. C'est quoi le jeu Whoopladi Whooplada? C'est ce qu'on appelle un jeu de stop ou encore. C'est un jeu qui vient chercher votre frustration, qui vient vous chercher vous-même. Est-ce que je sais m'arrêter? Il y a la logique, il y a le rationnel qui dit toujours oui je sais m'arrêter, et il y a la petite voix dans la tête qui dit encore un lancer ça passe. Et le twist de ce jeu, c'est que si j'ai réussi à faire un très bon lancer et que j'ai 30 Whoopi x 4, j'ai 120 points, extraordinaire. Quand je m'arrête, le jour d'après, il peut reprendre là où moi je me suis arrêté. Il peut reprendre les dés qui restent et lancer, et s'il fait un Whoopi, il reprend tout ce que j'ai accumulé, il le garde pour lui, et il marque des points avec tout ce que j'ai fait à moi finalement. Je crois que le flip a tout intérêt à faire en sorte que tous les ans, c'est créer une espèce de type de boîte qui serait à l'image du flip. Et que tous les ans, il y a un jeu qui arrive, estampillé flip, et que toutes ces boîtes-là soient un peu les mêmes tout le temps. Donc la coédition, c'est là que c'est important parce qu'ils ont des contacts, ils ont aussi des bonnes pistes de réflexion, ils ont un retour terrain sur le festivalier qui est une expérience qui est folle. Donc la coédition, pour moi, c'est le bon plan. Quand les Whoopi ne se contentent plus de célébrer le festival, ça donne Whoopladi Whooplada, un jeu en série très limité pour marquer les 40 ans du flip. C'est sur cette note de rire, de prise de risque et de mauvaise foi assumée que se termine ce numéro. On se retrouve très vite pour faire le bilan. Dans le 5e et dernier épisode d'Objectif Gatine dédié aux 40 ans du flip, on sort les chiffres et on vous dit tout sur l'impact qu'a la manifestation sur le territoire. À très bientôt.